Bonjour Loïc, Salut Mathieu. écoute, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur ce nouveau podcast Cargo Family. Déjà, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien. Je t'avouerai que j'ai apprécié le repas qu'on vient de se faire tous les deux, donc merci. Et merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir de raconter un petit peu tout ce qui m'a mené jusqu'à ce moment présent et notamment la création de Custom Bridge. Ok, ouais, effectivement, on va parler aujourd'hui. Donc, pour vous prévenir, on va parler douane, on va parler transport, on va parler forcément Incoterm, import-export, toujours dans ces idées-là. Donc, avant de te donner la parole pour que tu nous expliques clairement déjà qui tu es, aussi, qu'est-ce que fait Custom Bridge, c'est ce qui nous intéresse. Petit rappel sur Cargo Family. Donc, aujourd'hui, on a créé la première plateforme dédiée au secteur cargo, au secteur transport logistique. Donc, on a envie de mettre en avant les acteurs du cargo, mettre en avant ce beau secteur, les professionnels, les créateurs d'entreprises comme toi, et pour inspirer les personnes et aussi inspirer peut-être les nouveaux arrivants dans ce secteur. Donc, donne-nous un maximum d'émotions. On compte sur toi et franchement, j'ai hâte de découvrir ton aventure parce qu'on a déjà échangé au téléphone. C'est quand même incroyable. Donc, Loïc, déjà, ouais, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Et surtout, qu'est-ce que c'est Custom Bridge en une phrase? En une phrase, qu'est-ce que c'est que Custom Bridge? Alors je vais commencer par ça et après je parlerai un petit peu de mon parcours parce que c'est difficile de le résumer en une phrase. En une phrase, je dirais que Custom Bridge, c'est une entreprise dont la mission est de simplifier la douane pour tous. Voilà, c'est ça notre mission. Je pense que c'est quelque chose d'assez complexe de définir une mission pour une entreprise. C'est pas si simple parce qu'on a envie de dire qu'on fait tout. Il faut que la phrase soit impactante. Donc j'espère que ça a impacté du monde. Mais globalement, on souhaite vraiment simplifier la douane pour tous parce qu'en fait, la douane, on s'en rend pas compte, mais elle est partout. Elle est derrière ce produit-là, derrière le produit que je porte. Potentiellement, je suis même quasiment certain que ce polo a été importé. Donc en fait, finalement, la douane, elle est derrière tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit. Ça peut être importé, exporté. Des parties de ces produits peuvent être importées, exportées. Et en fait, c'est un environnement très obscur. Et je reviendrai plus tard sur le sujet. Je suis d'ailleurs un peu tombé par hasard dedans, mais voilà. Tu veux que j'enchaîne peut-être avec qui je suis du coup Alors, déjà, là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on entend la douane. Ouais. C'est un sujet qui était assez discret il y a quelques temps. Effectivement, personne ne le connaît, et tu l'as très bien dit, on donnera des exemples tout à l'heure. Ouais. C'est un sujet qui est pourtant omniprésent, mais dans la vie de tout le monde, pas seulement Ouais. pour les acteurs du transport logistique. Donc déjà, oui, on va définir la douane, mais pas définition dictionnaire. Non, non. À quoi ça sert concrètement? En quoi est-ce que demain, ton voisin ou ta famille sont impactés par la douane? Ça m'intéresse. Et oui, effectivement, comment Loïc, qui vient effectivement du Nord, donc en visite à Paris chez nous cette semaine, est tombé dans la douane? Et comment est-ce que tu vas faire justement pour amener une solution supplémentaire? C'est un peu là que je veux t'emmener. Donc, dis-moi tout, Custom Bridge, Loïc, ses débuts. Vas-y, Let's go. c'est parti. Eh ben, j'embrayerai sur la fin de ma présentation de qui je suis, sur pourquoi en fait la douane, je suis tombé dedans et j'adore ça. Donc moi, je viens en effet du Nord. Là, la boîte est incorporée, et été créée à Lille, mais je ne suis pas originaire du Nord. Il faut savoir que je suis de Haute-Savoie, un monsieur de la montagne qui a fait ses études en Suisse, à Genève, en informatique. Suite à quoi, j'ai trouvé un travail à Barcelone, développeur d'applications mobiles. C'était en 2012, je pense, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. En plein après la période des subprimes qui était de 2008. Donc, c'était un peu la galère, mais moi, j'ai réussi à trouver un boulot en Espagne et c'était l'envolée des smartphones. Donc, c'était vraiment ultra intéressant. Suite à quoi, je suis revenu à Genève. Et à Genève, à part du chocolat, il y a surtout des banques. Donc, j'ai travaillé en banque, en informatique, Ok. pendant longtemps. C'était des gros projets intéressants, mais où finalement, je me rendais compte que j'avais pas l'impression de vraiment voir l'impact de ce que je faisais. Et c'était bien parce que j'avais quand même des bonnes conditions, honnêtement, c'était très cool, des bons collègues. Mais au bout d'un moment, j'avais vers les 27 ans et je me suis dit, j'ai pas l'impression là de faire quelque chose qui me booste, quoi, tu vois. Euh, et bon, moi, je considère que quand on a une vie, on n'a qu'une, vaut mieux quand même essayer de faire en sorte qu'on s'amuse, tu vois, pendant qu'on profite de cette vie. Donc je me suis dit, bon, le boulot, on y passe quand même beaucoup de temps, je vais peut-être essayer de changer. Donc, en gros, ce que je décris, ça s'appelle une crise de la trentaine, hein. Voilà. Si tôt. Ouais. T'avais juste 10 ans d'avance. J'avais 27, j'avais 3 ans Allez, d'avance. 3 ans. on va dire peut-être juste l'envie de faire quelque chose, d'avoir un but, ou Ouais. d'avoir peut-être un impact. Enfin, en général, je dis ça parce que je ne vais pas faire des préjugés sur les entrepreneurs, mais en général, quand on quitte un CDI confortable, comme toi dans les banques, c'est qu'on se dit quel impact est-ce que je peux avoir? Est-ce que je peux créer quelque chose d'intéressant? Donc,
C'est peut-être crise de la trentaine en souriant, mais à mon avis, ça devait être plus dans ce sens-là, te connaissant. Ouais. Ben moi, en fait, donc c'est vraiment pour te dire, encore aujourd'hui, alors que je suis président de la startup, mon salaire d'aujourd'hui est encore 3 fois plus bas que ce que je gagnais à l'époque en Suisse, à Genève. Ok. Donc ceux qui disent que la Suisse, on gagne bien, c'est cool, mais la vie ne tourne pas autour de l'argent. L'argent, on l'emmène pas dans nos tombes. Ce qu'on emmène dans nos tombes, c'est nos souvenirs et notre expérience et ce qu'on a fait. Et donc, moi, j'ai pris la décision de quitter tout ça. J'étais au tout début de ma carrière professionnelle, vraiment dans une belle accélération. J'aurais pu aller très loin, encore gagner plus, mais non, c'est pas ce que je voulais. Je me suis rendu compte que je savais pas vraiment ce que je voulais, mais en tout cas, c'était pas ça. Donc, j'ai démissionné. J'ai fait pendant 1 an et demi beaucoup de voyages. J'ai voyagé un petit peu autour du monde. J'ai essayé de créer quelques petites structures avec des potes. On a essayé de créer une structure qui devait. On a fait des jeux vidéo. On a créé une structure qui devait faire des sites web. Enfin, on a essayé plein de trucs, tu vois. On avait une genre de boîte à outils qui était nos compétences. On a essayé de voir si on arrivait à en faire quelque chose d'une boîte. Bon, au final, c'était des petites tentatives qui n'ont jamais vraiment réussi. Et à un moment, je me suis dit, peut-être qu'en fait, l'informatique, c'est pas mon truc. Ce qui est un peu con parce que j'ai quand même fait 4 ans d'études dedans, mais on sait jamais, hein, on peut se tromper. Et je me dis, moi, je suis passionné de kitesurf, c'est mon sport favori, je vais essayer de faire ça. Et donc, je suis allé faire professeur de kitesurf au Cap-Vert pendant 1 mois et demi. Donc, la vie de rêve. Hein. Génial. Alors là, c'est rien à voir avec le transport, mais waouh, quel un kiff. La vie de rêve, ouais. Tu te réveilles tous les matins, tu vas prendre ton petit déj sur la plage, tu as des touristes toutes les semaines qui viennent, tu les formes, etc. Et du coup, c'était parfait, quoi. Mais au bout d'1 mois et demi, je me suis rendu compte, alors assez surprenant, j'avais pris mon PC là-bas. Et alors que ma vie, c'était de faire la fête, de donner des cours de kite et de faire du kitesurf, et de rencontrer plein de gens et puis voilà, de vraiment kiffer, quoi, ce que je pensais qui me ferait plaisir et tout. Top. Et je me suis surpris des fois à ouvrir mon PC et à commencer à programmer, tu vois, à pondre des lignes de code. Les gens vont pas te croire. Hein. Je vous jure. Il est vraiment fou, ce mec. Je vous jure, alors que j'étais au paradis, quoi. Je vous jure, en 1 mois et demi. Et en fait, je me suis rendu compte du coup d'un truc, c'est que c'était parfait, mais j'avais besoin de challenge. J'aime pas trop utiliser du franglais, mais on va dire de défis. J'avais besoin de défis un peu, de choses qui me bousculent un petit peu dans mes retranchements et un peu de complexité. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'informatique, c'est extrêmement vaste, l'informatique. Hein. On parle tous de gens qui sont informaticiens, mais vous avez des experts réseau, des experts base de données, des gens qui font du support, des développeurs d'applications. En fait, dans cette variété de métiers qui est l'informatique aujourd'hui, il y a des métiers qui sont plus ou moins créatifs. Et mon métier en informatique dans les banques suisses n'était pas extrêmement créatif. Okay. Et c'est là où je me suis rendu compte, pourquoi est-ce que je code ? Pourquoi est-ce que je code alors que je suis au paradis ? Mais je code parce qu'en fait, je crée. Et c'est là où je me suis rendu compte que, heureusement, je vais pouvoir capitaliser sur mes 4 ans d'année, 4 ans de formation. Et je vais pouvoir, du coup, aller plus loin. Donc, j'ai eu cette réalisation de me dire, j'aime quelque chose en informatique et j'aime créer. Et voilà, j'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai rénové un appart, ce genre de choses. J'aime faire des choses, quoi. Et même si c'est virtuel, quand on crée quelque chose, tu vois, ce podcast aussi, pareil, on le crée, mais il est virtuel finalement. Il est virtuel, c'est quelque chose qu'on regarde à travers le téléphone. Aujourd'hui, le virtuel est présent et d'ailleurs très présent, des fois même trop. Mais quand on crée virtuel et qu'il y a quelque chose de virtuel et qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais c'est une satisfaction vraiment énorme. Et donc voilà, c'est là où je me suis rendu compte que, la création, ça me plaît. Ok, donc si je résume l'arrivée, tu as cette connaissance en informatique. Donc en fait, si tu codes, t'es développeur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Je suis vraiment un développeur. T'es développeur, donc c'était derrière je crois que tout le monde connaît aujourd'hui, mais c'est toi qui est derrière le codage pour les applications, les sites web, les choses comme ça. Exactement. Donc ça, aujourd'hui, quand même, top compétence, on peut se le dire. Et derrière cette envie d'entreprendre, parce que si avec les potes, vous faites 2-3 tests, peut-être du e-commerce ou autre, et donc, si je comprends bien, là, à un moment, tu dis, OK, le kitesurf, c'est bien beau, mais je vais peut-être faire quelque chose de plus... Pas sérieux, je ne veux pas dénigrer les cours de kitesurf, mais quelque chose de plus concret. C'est ça, en mêlant ces 2 compétences ? C'est ça. Et en fait, j'étais dans cette réflexion et je réalisais... C'est difficile, hein, parce que réaliser des choses sur soi-même, c'est pas d'un coup comme ça que ça arrive. On se dit au fur et à mesure, en fait, oui, j'ai l'impression que j'aime ça, peut-être qu'en réalité, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Et là, comble de la chance, en fait, il faut savoir que juste avant de partir au Cap-Vert, j'ai été contacté par un incubateur de start-up à Lille, ce qui va donc expliquer pourquoi je suis allé vivre à Lille, qui me dit, oui, écoute, nous, on est un start-up studio, on crée des start-up, et puis, soit tu viens avec des idées, soit si tu n'as pas d'idées, on en trouve.
Et en fait, écoute, ton profil nous intéresse, on voit que tu as fait de l'informatique, que tu as essayé de créer des trucs, tu as l'esprit, ça nous plaît. Alors ça c'est incroyable, je ne pensais pas. Je connais les incubateurs, donc les incubateurs, c'est ces structures qui aident les startups à se développer. Ouais. J'étais persuadé, tu vois, que comme j'ai fait moi, par exemple, avec mes différentes structures, que c'est les entrepreneurs qui allaient vers les incubateurs. Et donc, ils ont quand même ce service où ils vont chercher aussi des mecs intelligents, compétents. Ils ont ce service-là, tu vois. C'est quelque chose que Je sais pas si je suis intelligent, en tout cas, j'espère être compétent, ça c'est sûr, je l'espère. Oui, en fait, tu as différentes. C'est assez marrant parce que le domaine de la création d'entreprise, on a l'impression que c'est assez cafouillis, mais en fait, je l'ai découvert moi-même, c'est assez structuré. Donc, tu as les incubateurs dont leur but, tu as incubateur et accélérateur. Les incubateurs, c'est des gens qui viennent avec des idées et qui les incubent. Après, souvent, tu as la boîte qui est créée et après, elle est accélérée, des accélérateurs. Souvent, les incubateurs sont aussi accélérateurs. Et tu as une autre catégorie d'entreprises, c'est les startup studios. Et donc, les startup studios, leur but, c'est une entreprise qui ne crée pas de produits, c'est une entreprise qui crée d'autres entreprises. Ok, C'est vraiment ça. clair. Et donc, moi, ce qu'on m'a proposé avant de partir au Cap-Vert, on m'a dit, écoute, nous, c'est une année entrepreneuriale, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. David Deschmaker, s'il écoute ce podcast, il pourra s'identifier. C'est lui qui m'a amené jusqu'ici. Et en fait, j'étais là, bah ouais, super. Par contre, moi, dans 2 semaines, je pars au Cap-Vert. Donc, ça se trouve, je vais me rendre compte que c'est la vie que je veux et que c'est pas grave de faire de l'argent. Moi, j'aime juste m'amuser et être sur la plage. Et en fait, quand je suis revenu, voilà, j'ai eu cette réalisation quand j'étais là-bas sur ce que j'avais envie de faire. Je me suis dit, mais go. Parce que là, en fait, je réalise que j'aime l'informatique pour son côté créatif. Et là, on me propose de créer une entreprise. Génial. Je crée une entreprise pour créer un produit, pour créer une équipe. C'est que de la création. Enfin, le rêve, quoi. Le rêve absolu. Donc, en fait, je prends mes clics et mes claques. Je vais à Lille. J'y étais jamais allé. Le seul souvenir que j'en avais, c'est bienvenue chez les ch'tis. Donc, aujourd'hui encore, quand les gens me demandent pourquoi tu es venu à Lille, je blague souvent en disant parce que j'aime la pluie. Bon, ils sont sympas, les Lillois. Ils sont hyper C'est sympas. pas qu'une légende, mais Ils sont bon, hyper là, sympas. l'idée, c'était vraiment t'allais là-bas pour créer un business. Exactement. Toi, tu étais presque recruté. Est-ce que tu étais recruté sur 1 an? Donc, c'est ça, un programme sur 1 an. C'est un CDD d'1 an, exactement. Et à la fin, donc en fait, tu es payé vraiment pas beaucoup au SMIC. Hein. Le but, c'est pas que tu viennes ici pour faire un job et puis rien faire. Le but, c'est que tu es payé juste pour vivre. Voilà. Et par contre, tu cravaches sur ton idée. Et si tu cravaches bien, à la fin, tu montes la boîte, quoi. Okay. Voilà. Et là, vraiment, on est tous, je sais pas, séparés derrière les écrans, mais on se dit, OK, alors la douane. D'où est-ce que la douane sort? À quel moment elle vient dans mon parcours? C'est clair. En fait, je suis arrivé là-bas, j'avais 2-3 idées. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les idées, des fois, on a des bonnes idées, mais souvent, ça va pas mener à un business, quoi. Moi, j'avais une idée, c'est qu'il y avait eu pas mal d'accidents de train, notamment en Haute-Savoie, d'où je viens. Un train qui avait chopé un bus, coupé en 2, et en fait, il y a plein de passages à niveau qui ne sont pas sécurisés. Je me suis dit, en fait, aujourd'hui, avec la technologie, on pourrait mettre un poteau qui filme le passage à niveau et qui dit qu'il voit qu'il y a un truc arrêté dessus. Il envoie un message au train à proximité, au centre de contrôle, tu vois. C'est une super idée. Mais le business en soi, c'est là en mode non, parce que déjà, faut le vendeur, ça va être la SNCF ou RFF. Donc c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué en fait d'avoir une idée qui peut mener à une startup. Et donc en fait, j'avais pas mal d'idées, mais aucune n'avait un vrai business model, n'était viable. Et c'est là qu'en fait, on m'a parlé du coup du projet douane. Et je t'avoue que quand on m'a parlé du projet douane, j'étais là, ah ouais. Il n'y a pas autre chose. Tu connaissais pas au début, c'est ça? Non, je connaissais pas du tout. Ok, intéressant. Je connaissais pas du tout la douane. Ok. Et je t'avoue que ça m'a pas fait rêver au début de la douane. Et en fait, il m'a dit ouais, mais vas-y, quand même, va manger un coup avec Olivier Martineau, celui qui est à l'origine de l'idée, voilà. Et donc je suis allé manger avec lui dans un restaurant qui s'appelle Place des Oliviers. Je me rappelle encore de ça. Et là, il m'explique ce que je vais vous expliquer, ce qu'est réellement la douane. Que la douane, elle est invisible, mais elle est partout. La douane, c'est rien d'autre que le bras armé des politiques économiques des États. C'est-à-dire qu'un État, c'est comme votre compte en banque, il a une balance commerciale. Il y a des devises qui rentrent, il y a des devises qui sortent. Il y a des imports et des exports. Si dans le pays, il y a plus d'imports que d'exports, globalement, le pays s'appauvrit un petit peu quand même, globalement. Il y a le budget de l'État, mais il y a aussi vraiment cette balance commerciale qui est importante. La fameuse balance commerciale, c'est ça? La balance commerciale est vachement importante. Et au final, on se rend compte qu'il y a pas mal de sujets géopolitiques qui tournent autour de ça. Le Brexit, c'est quand même une nouvelle frontière qui a été créée. La raison principale, c'était on veut faire notre propre règle migratoire, mais on veut aussi
définir nos propres politiques commerciales. Parce que quand on est dans l'Union européenne, on ne définit pas ses propres politiques commerciales. Récemment, sous l'ère Trump, il y a eu une guerre douanière entre l'Union européenne et les USA, qui sont pourtant en théorie des ensembles alliés. Il y a eu une guerre commerciale, on tentait, ça parlait de taxes sur l'aluminium, de taxes de représailles de l'Union européenne sur les Harley Davidson américaines, et ensuite les USA qui voulaient taxer le cognac. Là, je crois que c'est monté assez haut. C'était vraiment entre présidents. Enfin, Ah t'as ouais, raison. non, Et ça parlait de trop, droits de douane sur certains produits. Il parlait peut-être du champagne. Oui, oui. De mémoire, c'est ça. Les spiritueux, tout ça. Donc il y a un impact vraiment important aussi à côté géopolitique. C'est vrai qu'on l'oublie souvent ce côté-là. Si les spiritueux ils sont vendus à un certain prix et que d'un coup le droit de douane il augmente de 30% à destination, ton fabricant de spiritueux qui est une boîte, une PME ou une ETI qui vend bien, qui fait 30% peut-être de son chiffre d'affaires aux USA, si d'un coup le prix augmente de 30%, son chiffre d'affaires aux USA il va prendre une claque. Hein. Donc ça a des impacts sur la balance commerciale, mais également sur la santé des entreprises exportatrices et importatrices. Juste pour résumer peut-être aux gens qui connaissent un peu moins, les droits de douane, ça va être un montant qui va s'ajouter au prix d'achat. Exactement. Donc clairement, si je suis une société américaine ou société française, si j'importe des produits de Chine, je vais acheter un produit peut-être $100 et je vais avoir peut-être, je te donne un pourcentage, $10 de droits de douane, ça va me coûter donc $110. J'ai essayé de résumer. Exactement. Donc c'est bien ça. Donc il y a un impact des montants des droits de douane par pays sur le consommateur final au final. Ouais, c'est ça, tout à fait. Les consommateurs le payent, exactement. Et en fait, généralement, ce qui se passe, d'ailleurs, il y a eu un truc en Suisse. En Suisse, ils ont complètement supprimé les droits de douane sur une grosse partie de produits. Parce qu'il y a un sujet en Suisse, c'est que c'est un pays tellement attractif, et notamment sa monnaie tellement attractive, c'est un pays où le coût de la vie est cher. Et les gens qui vivent en Suisse, même s'ils ont des bons salaires, la vie est tellement chère que c'est compliqué. Donc en fait, ils ont réduit les droits de douane sur plein de produits qui ne sont pas produits en Suisse pour réduire le coût. Le coût finalement de la vie en Suisse. Et en fait, ce que les pays font, c'est qu'ils vont mettre des droits de douane sur des produits qui commencent à devenir problématiques. Par exemple, tu vas pas mettre un droit de douane sur des frigos si en fait tu n'as aucun fabricant de frigo en Union européenne. Il n'y a pas de sens, ça va juste servir à augmenter le coût de la vie en Europe. Par contre, là, comme on le voit actuellement, il y a des droits de douane qui sont mis sur les voitures électriques chinoises. Pourquoi ? Parce que les fabricants européens sont lancés à fond dans les voitures électriques. Et les voitures électriques chinoises. Ils veulent protéger. En fait, c'est ça. Les droits de douane vont protéger un peu les marchés locaux ou nationaux ou européens. C'est ça que tu m'expliques, c'est ça ? C'est exactement ça. Okay. En fait, les droits de douane, c'est ce qu'on appelle du protectionnisme. Il y avait une époque, on était encore il y a quelques années dans une logique de libre-échange. On signe des accords commerciaux à tire-larigot, etc. Les accords commerciaux, c'est en mode, on fait un accord et en fait, entre nos deux pays, il n'y aura plus de droits de douane ou des droits de douane très réduits. Avec l'ère Trump, avec le Brexit, on a donc des nouvelles frontières qui se créent, des nouvelles guerres douanières. C'est ce qu'on appelle réellement un retour au protectionnisme. Je relève les barrières douanières. Donc, c'est des pays qui se referment un peu sur eux. C'est un peu dommage, un peu inquiétant aussi. Ça va peut-être un petit peu avec la vague politique qu'on voit en ce moment. Mais voilà, c'est des pays qui se disent je vais arrêter de commercer avec les autres, on va essayer de faire les choses en nous-mêmes. Alors, ça a des impacts intéressants parce que du coup, ça promeut un peu le local. C'est bien d'avoir du local, mais il y a quand même des échanges. Les échanges doivent être raisonnés et c'est d'ailleurs aussi le rôle de l'administration des douanes. Elle doit raisonner les échanges, elle doit aussi s'assurer, par exemple, pas seulement que les pays payent bien, enfin que les entreprises payent bien leurs taxes, mais la douane, elle vérifie aussi, elle s'assure qu'il n'y a pas des espèces invasives qui viennent. Comme on le voit tous avec le frelon asiatique, il y a des vrais enjeux sur la mondialisation et sur le fait qu'il y a des espèces qui peuvent venir et tout ça. Donc la douane, c'est tout ça en fait. La douane, elle est partout dans le commerce international. Et donc, quand il m'a dit ça, moi qui aime voyager, qui aime l'international, je suis là en mode, mais d'accord, ok, ça a l'air hyper cool en fait. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Il t'a séduit avec un discours. Et alors ça, je veux vraiment le partager, c'est qu'on est nombreux à dire, et c'est pour ça aussi que Cargo Family est là, le média Cargo Family, c'est que on a des métiers passionnants, mais que les gens ne connaissent pas. Ouais. Et là, tu vois, on a l'exemple concret. Tu arrives, tu dis à la douane, je ne connais pas. On te l'explique, tu dis, OK, c'est top, j'y vais. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. C'est ça. Ouais. Et en tout cas, voilà, si vous voulez découvrir la douane, voyez avec Loïc et foncez, en fait. Ouais, c'est clair. En fait, on a tous des a priori. Soit on en est conscient, soit on n'en est pas conscient. Moi, j'avais clairement un a priori sur la douane. Genre, quand on m'en a parlé du truc, j'étais là... Il n'y a pas quelque chose de plus intéressant, quoi. J'avais envie de travailler dans les smart cities, tu vois, dans les trucs comme ça, dans la robotique. Mais en fait, je me rends compte que la douane,
et c'est pas seulement quelque chose que tu te dis, ou est-ce que je vais me faire contrôler quand je ramène une bouteille de rhum en trop des Antilles, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est vraiment en fait quelque chose qui a un niveau d'impact qui est discuté entre les plus puissants de ce monde. Et ça a un impact sur nos vies de tous les jours. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien aussi mettre en avant, parce que oui, il y a le protectionnisme, mais tu sais, nous, en tant que consommateurs, on se dit, bon, très bien, le protectionnisme, Trump. Mais clairement, quand on sait que 90%, je crois, de ce qu'on porte est importé, et de ce qu'on a, ce qu'on utilise est importé, mon smartphone, tu avais dit parler de tes habits, et que tu dis, ah, mais en fait, si je peux les utiliser, c'est qu'il y a des gens qui les ont importés, donc on va parler de transport international. Effectivement, il y a cette partie douane qui n'est pas cette partie contrôle qu'on pense toujours avec les chiens, c'est pas du tout ça. C'est cette partie où on vérifie ce qui arrive sur le territoire. Moi, j'ai l'habitude de dire en formation, parce que je fais encore quelques formations avec Cargo School, il y a la mission financière, on en a parlé, je pense que c'est assez clair. Puis il y a cette mission de contrôle. C'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos enfants ils vont pas avoir des pluches avec des petits bouts qui sont pas contrôlés, qui peuvent enfin, faire du mal. Ouais. Donc il y a la contrôle, il y a la finance. Et c'est vrai que quand tu me dis, mais je trouve, moi je retiens déjà de ce podcast, la douane elle est partout. La douane est partout. Et c'est vrai. Ouais. Et c'est là que ça devient un peu, ok, c'est pas seulement pour l'administration, c'est pas que Trump, c'est tout le monde. Bah oui, toutes les entreprises qui font de l'import ou l'export, et d'autant plus aujourd'hui parce que les seuils ont été abaissés, il va falloir gérer de la douane, de plus en plus. Et heureusement qu'il y a de la douane. Heureusement qu'il y a de la douane, parce que sinon ça veut dire que c'est open bar, quoi. N'importe qui importe ou exporte ce qu'il veut sans en fait respecter la moindre règle. Encore heureux que les pays peuvent dire, ou les ensembles comme l'Union européenne peuvent dire, bah là il y a trop de ce type de produits qui rentrent sur mon pays, je vais augmenter les droits de douane. Heureusement, sinon l'économie c'est le Far West, quoi. Donc il y a vraiment un vrai enjeu dans nos vies. Et quand on parlait des droits de douane que les US, par exemple, pouvaient mettre sur du champagne, sur les spiritueux, etc., une décision à l'autre bout de la planète peut entraîner des licenciements dans une boîte française. Et ça, donc en fait... on l'imagine, vraiment, on ne l'imagine pas. Je te dis clairement, avant de travailler dans le transport international, et j'échange avec même des entrepreneurs dans d'autres secteurs, personne ne l'imagine. Mais on a un secteur important, essentiel. On l'a vu pendant le Covid. On avait besoin du transport international pour importer les masques. On l'a vu là quand il y a eu le dernier navire Evergreen qui a bloqué le canal de Suez. Donc les gens commencent à se dire, OK, on a besoin de ces transporteurs internationaux. Et là, on va leur faire découvrir qu'en bout de chaîne, enfin même au début, il y a aussi la partie douane. Et on a besoin de gens comme vous, comme Custom Bridge, qui vont amener des nouvelles solutions. Tout à fait. Justement, comment on va aider les acteurs de ce secteur à simplifier un peu toutes ces démarches. Je me trompe un peu sur l'idée ? Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment, en tout cas, là pour l'instant, on a du coup parlé de l'attrait de la douane, de moi, ce qui m'anime, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un passionné. Je suis tombé dedans comme ça, vraiment, juste avant mes 30 ans. Et aujourd'hui, je suis un fanat de ça, quoi. Moi, je trouve que vous regardez l'actualité géopolitique, regardez ce qu'on peut faire, regardez les évolutions des réglementations douanières, c'est vachement intéressant parce que derrière tout ça, il y a des gros enjeux et il y a des grosses décisions. Et en fait, donc tous les gens qui bossent aujourd'hui dans la douane, c'est un métier qui est peu connu, mais en fait, leur rôle, c'est de s'assurer à leurs entreprises d'une certaine compétitivité. C'est de s'assurer que je vais aider mon entreprise à exporter dans un pays, je vais m'assurer que d'un coup, on est capable d'anticiper des changements de droit de douane. Je vais m'assurer que si on apporte un produit, qu'il respecte les bonnes règles. Sinon, en fait, on va importer un produit qui ne respecte pas certaines normes, par exemple. Et en fait, on risque de poser un problème sanitaire ou un problème de risque, notamment surtout avec les jouets avec les enfants, ce genre de choses. Donc, en fait, les personnes qui travaillent dans la douane ont un rôle fondamental, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit dans l'administration des douanes, d'ailleurs. C'est vraiment un maillon invisible, mais extrêmement important de la chaîne logistique et de tout ce qu'on consomme, même si on ne le voit pas. Et donc, cela dit, on est d'accord, enfin j'espère qu'on est d'accord. Moi, je suis d'accord en tout cas sur le fait que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je suis d'accord aussi, on est déjà deux. Et 2 sur 2 ici, c'est à 100%. C'est déjà bien. Et donc la question, c'est OK, c'est intéressant. Vous devez peut-être vous dire c'est intéressant, mais comment est-ce qu'on crée une boîte là-dedans ? En fait, je rebondis sur notre mission, c'est de rendre la douane accessible. La douane, en fait, on peut être d'accord que c'est important. Maintenant, ça paraît un petit peu nébuleux.
parce qu'on se dit, OK, il y a des taxes, il y a des normes, etc. Mais où est-ce qu'on trouve ça? Comment est-ce qu'on classe ça? Eh ben, il faut savoir que c'est en effet extrêmement complexe. Étant donné que des produits importables, vous en avez des milliards différents. Genre cette chaussure-là, qui est d'ailleurs pimpée par moi-même et qui est aux couleurs Sympa. du produit qu'on vend, Je valide. les chaussettes, enfin tout. Même une montre, en fonction des différentes variétés de montres, c'est des produits différents. Donc des variétés de produits, il y en a des milliards. C'est impossible de mettre une taxe sur chaque produit. Donc il y a des catégories qui sont créées, ce qui s'appelle la nomenclature douanière. Et cette nomenclature, elle contient 25 000 codes. Donc c'est un genre d'énorme arbre qui contient 25 000 codes, dont 15 000 déclarables. Et donc le but pour les entreprises, c'est de dire, OK, c'est quoi le bon code pour mon produit? Si je comprends bien, si demain je suis une société française qui importe, je dois connaître les 15 000 codes pour effectuer des bonnes déclarations. Alors, ça va dépendre de ton secteur d'activité. Si par exemple, tu es dans l'import-export, je ne sais pas, de légumes ou de fleurs, bon, tu as une partie de la nomenclature qui est réduite. Il faut bien la connaître. Mais si tu fais comme des grandes entreprises, telles que par exemple des retailers, Carrefour, Auchan, des grosses Je boîtes pense comme un peu ça, à ces sociétés-là. qui font un peu de l'import-export, ils ont une grosse variété de produits. Donc Ok. en fait, ces entreprises-là, elles doivent maîtriser un petit peu l'entièreté de la nomenclature. Et donc c'est compliqué parce que des fois, en fait, tu vas avoir, je sais pas, par exemple, une turbine d'avion, en fonction de sa puissance, elle peut être classée différemment. Il y a même des olives, c'est le même produit, suivant qu'elles sont pour consommation directe ou pour fabrication d'huile d'olive, c'est des droits de douane différents. Non, et tu as des droits de douane et des codes douaniers différents. Donc en fait, vraiment, la définition du bon code douanier, c'est le B à bas et la première étape. Nous, ce qu'on dit toujours, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a nommé notre entreprise Customs Bridge, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des entreprises, ça c'est un pouf, ça c'est un jean, voilà. Et il y a le monde des douanes. Et ça, c'est alors, je ne sais pas parfaitement les codes. C'est des codes, sofa. c'est des codes à plusieurs chiffres. Non, mais ça va être un 42, je ne sais pas quoi. Je ne suis même pas sûr que le 42 soit le mobilier. Mais je ne suis pas un expert douanier. Mais globalement, en fait, c'est des chiffres. C'est des chiffres, c'est des codes douaniers. Et donc, tous les produits ont des codes douaniers. Et en fait, cette transition ce qu'on appelle le descriptif commercial vers le code douanier, c'est le plus complexe. Parce que si on se plante de code douanier, eh ben, on va payer les mauvais droits de douane. Et surtout, on risque de passer à côté de certaines réglementations qui s'appliquent sur une typologie de produits spécifiques, mais vu qu'on n'a pas choisi le bon code douanier, on passe à côté. Donc en gros, si j'importe ce sofa, Ouais. que je déclare mal le mauvais code douanier, je peux payer peut-être pas des pénalités, mais peut-être des droits de douane plus importants, Ouais. et en plus, je peux être bloqué par les douanes. C'est ça que, pour résumer? Ok. Exactement. Donc ça, c'est la problématique, clairement, c'est la problématique que tu as ciblée des entreprises. Exactement. On a une histoire, ça fait tellement de temps que je la raconte que des fois je me dis qu'il faudrait que je change, mais elle est tellement importante. C'est l'histoire d'une entreprise qui avait importé plusieurs conteneurs de comment on appelle ça, des sèches-serviettes en bambou. C'est une histoire que mon collègue Charles, cofondateur, aime bien raconter. Et ces sèches-serviettes en bambou, ils ont été classifiés un petit peu comme mobilier de salle de bain, tu vois, mobilier en bois, bambou, etc. Sauf qu'en fait, vu que c'est sous la forme d'une échelle, ça aurait dû être classé comme échelle, parce que sur les échelles doivent avoir certaines résistances, tu vois. Et donc, tu veux pas qu'un enfant, par exemple, monte sur ton sèche-serviette en bambou quand tu l'achètes. Et que ton gamin, il monte, et puis là, d'un coup, ça casse, et puis il se casse un bras, une jambe. Donc, heureusement qu'il y a ces normes-là. Mais tu vois, au début, tu n'y penses pas quand tu achètes ton sèche-serviette en bambou. Quand tu vas dans le magasin et que tu vas l'acheter, tu y penses pas. Et donc, mal classer un produit, ça peut faire qu'en fait, tu vas importer des produits qui ne respectent pas les normes. Et donc, quand tu te retrouves avec des produits qui ne respectent pas les normes, tu es là, ils sont dans les conteneurs, tu te rends compte que tu peux pas les vendre. Qu'est-ce que tu fais? L'horreur. Pour un Qu'est-ce que tu fais? importateur. Tu les réexportes. Il faut trouver le temps d'immobilisation, le temps de trouver un autre acheteur. Il faut trouver le pays où ça passe en termes de normes. Il faut trouver l'acheteur, il faut repayer. Et il y a des fois, en fait, la meilleure solution, c'est de les brûler. C'est triste, mais du coup, il y a combien de tonnes de produits qui sont brûlés ou supprimés parce qu'elles ne respectent pas des taxes elles ne respectent pas des normes à cause d'une mauvaise anticipation? Écoute, vraiment, je suis totalement d'accord parce que pour avoir été transitaire, donc moi, j'ai importé des produits pour mes clients. On a vraiment connu ça. Donc, c'est pas juste une anecdote, c'est que du matériel qui arrive d'Asie. Alors, c'est vrai que souvent on parle d'Asie, mais c'est des généralités, mais c'est souvent quand même des matériels d'Asie qui arrivent
au niveau des ports européens qui est détruit, ça arrive vraiment. Oui. Donc, ok, donc là, je reviens un peu sur le fil de l'interview. Tu as ciblé le besoin. Là, clairement, je crois qu'on a tous compris. Si je déclare pas bien, je suis quand même pas top. Ouais. Tu cibles le besoin et donc qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que justement tu vas amener pour aider les sociétés? Alors, en fait, on s'est dit que le premier point de blocage, c'était vraiment ça. C'était de simplifier la passerelle qu'il peut y avoir entre le monde normal et le monde des douanes, le monde commun et le monde normal. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est appelé Customs Bridge. Parce qu'on fait pas Traduction de Customs Bridge en français? le pont douanier. Et voilà. Customs. Ça. Alors, Ça parle, custom en anglais, c'est on va dire, c'est un peu comme customisé, c'est sur mesure. Mais customs avec un S, c'est les douanes. On fait pas des ponts sur mesure. On fait un pont. Ils sont pas dans la construction, On n'est Customs pas dans la Bridge. J'ai rien compris. Ça pourrait. Souvent, on a des petites remarques comme ça. Mais je trouve le nom, au-delà de cette logique de construire de ponts, je trouve l'image intéressante. De dire qu'en fait, on crée. Notre mission, c'est vraiment d'être le liant entre ces deux mondes-là. Et notre idée aussi, c'était de dire, dans le domaine douanier, c'est pas un domaine qui est hyper attractif parce que il est méconnu. Et j'espère que les gens qui regarderont ce podcast se diront, en fait, si il est intéressant. Je me dis quand j'écoute Loïc que c'est enthousiasmant, qu'il y a des choses à faire, que c'est un métier où je pourrais me poser des questions, où je pourrais apprendre tous les jours, où je pourrais découvrir tout le temps, et c'est le cas. Et donc c'est là qu'on se dit, en fait, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Donc en fait, c'est un marché où il y avait déjà des acteurs, et des acteurs d'ailleurs qui étaient bien implantés. Hein. On appelle ça un marché consolidé, avec un acteur qui avait 80% du marché, etc. Donc après réflexion, je me dis que ce n'est pas les meilleures conditions pour lancer un business dans un marché consolidé. En général, tu es sur un marché non consolidé où tu n'as pas de leader. Mais là, on a quand même décidé d'y aller. Peut-être qu'on ne s'en était pas vraiment rendu compte au moment, mais on y va. Sur quel service quand tu dis un acteur qui est là, c'est sur quel type de service au début? C'était sur des services de simplification un petit peu douanière, d'opération douanière, et aussi d'aide à la décision. Et nous, on se dit, ok, ils sont là, ils font du bon travail, mais est-ce qu'on peut arriver à faire mieux? Est-ce qu'on peut arriver à faire mieux? Et donc, pour faire ça, créer une startup, créer une boîte, il faut avoir un facteur différenciateur. Donc, soit tu t'appuies sur des nouvelles technologies, et c'est là que, du coup, en fait, moi, j'étais dans la période d'1 an, on a commencé à créer la boîte, et très rapidement, je me suis dit, ok, en fait, si on veut avoir un vrai changement, il faut qu'on soit capable de traduire hyper simplement un descriptif de produit en code douanier. Et tu as 25 000 codes, donc on ne va pas faire une machine de règles, d'autant plus que les codes évoluent tout le temps, hein, et que les produits, tu en as des nouveaux. Des casques de réalité virtuelle, ça n'existait pas il y a plusieurs années. Les drones non plus. Donc en fait, il y a plein de typologies de produits qui sont créés tout le temps. Et donc la nomenclature évolue aussi dans ce sens. Donc tu ne peux pas faire un système de règles. Et donc c'est là que j'ai recruté Hamza, qui est aujourd'hui mon cofondateur, et qui est un docteur en IA. Et qui a donc travaillé sur le moteur d'IA qui est derrière notre plateforme et qui aide les entreprises à beaucoup plus facilement trouver le code douanier. D'accord, ok. Donc tu intègres l'IA dans un système qui permet de plus... J'essaie vraiment d'expliquer les choses simples, pardon. C'est l'IA qui va aider à trouver le bon code douanier à partir d'un article, c'est ça, d'une désignation. Exactement, c'est ça. Ok, cool. L'idée, c'était vraiment le point bloquant qu'on avait identifié. On se dit, si on n'arrive pas à faire ça simple, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Quand tu montes une startup, quand tu montes une solution, n'importe quel produit, tu essayes d'identifier finalement les points les plus difficiles et tu te dis, je vais attaquer par ça. Et si j'arrive à résoudre ça, je peux continuer. Si j'arrive pas, on arrête les frais tout de suite. Tu vas pas continuer à dépenser d'énergie sur quelque chose qui est infaisable. Sinon, c'est cool, tu t'amuses, mais voilà, monter une startup, c'est beaucoup d'énergie. Il y en a plein qui plantent, malheureusement. Hein, c'est vraiment pas simple. Et moi, d'ailleurs, ça n'a pas été simple et j'ai beaucoup de respect pour tous les entrepreneurs, que ce soit des patrons de PME ou de TI. Voilà. Même le petit boulanger du coin, il a une entreprise, c'est pas simple. Donc, respect vraiment à tous les patrons, les petits patrons. Je pense en France, il y a souvent ce truc de dire ouais, les patrons et tout, ils s'en mettent plein les poches. Les grands patrons peut-être, mais les petits patrons qui essayent de se donner à fond pour faire vivre leur économie, pour faire vivre leurs employés, etc. Je pense qu'il y en a plein qui méritent vraiment d'être mis en avant, quoi. Je te remercie pour la petite dédicace, mais j'ai l'impression, moi qui écoute un peu différents podcasts,
les mentalités changent un peu. Ouais. Je pense qu'on voit quand même que c'est pas si facile et que on est une grosse majorité invisible à quand même pas avoir du mal, mais à cravacher tous les jours pour faire vivre. Donc, Ouais. bah, merci pour ça, Loïc. Donc là, clairement, l'idée, elle est en place. Tu Ouais. développes avec Hamza. Est-ce qu'il y a un produit concret? Là, vous en êtes où? Enfin, dis-nous un petit peu plus. Ouais, là, ouais, sur donc la- ça, c'était il y a 5 ans, du coup, où j'ai recruté Hamza, on commence à développer le produit, on commence à le tester auprès de quelques clients. On voit qu'il y a de l'intérêt, tu vois. On voit qu'il y a de l'intérêt. Et donc, on arrive à la fin de l'année d'incubation. Et puis ben, là, il commence à falloir écrire une feuille de route commerciale. Moi, je ne peux plus à la fois travailler sur le produit, sur la planification et sur le commerce. Donc, on recrute aussi Charles Deveau, qui est aussi le 3e cofondateur. Ok. Et je fais aussi un parenthèse pour aussi nommer Nathan, qui nous avait rejoint aussi au début, qui malheureusement n'a pas continué l'aventure avec nous après, mais c'est pas pour autant qu'on l'oublie. Nathan qui avait bossé avec nous, qui était la 3e recrue et qui nous a beaucoup aidé, donc merci à lui. Et donc voilà, on sort de la boîte, on sort d'Alacrité, on crée la boîte et donc après bah, c'est parti quoi. Le grand saut dans le vide. Là, vous êtes équipés. Donc, tu as toi en haut, Ouais. fondateur. Tu as un développeur Hamza et tu as Charles au commerce, c'est ça? Donc C'est là, ça. tu as une petite équipe qui commence, on peut y aller. On a une équipe, Ouais, ouais. on sort de l'incubateur avec des fonds. Ok. On a fait une petite levée de fonds. Petite levée de fonds, ok. Exactement. Tu nous en parleras un petit peu après? Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Bah, je vais parler un petit peu des levées de fonds successives et comment ça s'est construit. Il faut savoir que bah, c'est un produit qui est quand même extrêmement technique. On se connecte aux sources de données de l'Organisation mondiale des douanes, de l'Union européenne, de la France. On construit des moteurs d'IA là-dessus. C'est consommateur en cash. Hein. Ouais, C'est ok. consommateur T'as des en gros cash. coûts de budget développement, j'imagine. Budget de développement, ouais. Ouais. C'est pas tant l'IT Ok. et les serveurs qui coûtent cher, c'est vraiment le développement parce qu'on passe du temps à s'assurer qu'il y ait de la cohérence là-dedans et c'est vraiment extrêmement coûteux. Donc, Je te coupe. Est-ce qu'on peut dire, alors c'est un peu la même, vous êtes une boîte tech aujourd'hui ou vous êtes une boîte d'opération? Tu te situes dans quelle on est clairement une boîte tech. une boîte tech? On Ok. est clairement une boîte tech. Donc ça serait de la custom tech, c'est nouveau parce qu'il y avait la fintech, il y avait la. Tu crées presque quelque chose en fait. Ça n'existe pas, je crois, la custom tech. Ça n'existe pas et je pense pas que que le nom fera de longues années parce que c'est vraiment réduit. Mais en tout cas, on s'inscrit dans un domaine qui est, je pense que le domaine dans lequel on s'inscrit le plus, c'est la legal tech. Ok. Tu vois, parce que finalement, les droits de douane, c'est des lois. C'est des lois qui sont votées au Parlement européen, des droits de douane, etc. C'est donc finalement de la legal tech. Et la legal tech, c'est quoi? C'est simplifier l'accès aux règles qui nous entourent, en fait. Ok. Et donc, je pense qu'on est là-dedans. Je pense qu'on est dans ce domaine-là. Et donc, on avance, on fait une première levée de fonds. On crée le produit, on commence à signer des clients. Il faut savoir aussi qu'on a créé la boîte en plein Covid. En 2020, en octobre 2020. Donc la boîte, elle a été créée genre pendant le 2e confinement. Le premier confinement, il est arrivé quand je suis arrivé à Lille. Donc pareil, ça a vraiment été très compliqué. On y arrivait, mais c'était un petit peu bizarre d'essayer de construire une équipe en se voyant pas tant que ça. Dans une start-up, quand tu montes quelque chose, T'as envie que les gens soient là, t'as envie de sentir la dynamique, des choses comme ça. Cargo Family, t'aimes bien la famille, tu vois. Et moi, je trouve que monter une boîte, et même dans les petites boîtes, que ce soit une start-up ou une boîte, n'importe laquelle, la famille, c'est extrêmement important. Enfin, tu passes par des galères des fois. Vaut mieux être soudé, quoi. Vaut mieux être soudé et tu profites des moments de joie ensemble et des moments plus compliqués, tu les traverses ensemble aussi. C'est pas simple, mais c'est là que tu peux te serrer les coudes. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis très content d'avoir des cofondateurs. Parce que dans les moments difficiles, t'es pas tout seul, en fait, t'es pas seul. Et du coup, tu as d'autres personnes qui sont là pour te supporter. Tu dis non, je vais pas jeter l'éponge, je suis là, je me bats, on y va, on a construit ça ensemble, on y va. Tu vois. Et c'est là, en fait, où moi, je suis très content de mes cofondateurs. Et il y a un truc de façon assez surprenante que m'a appris l'entrepreneuriat, c'est l'humilité. Moi, je pense que j'étais quand même un peu humble avant, mais ça m'a vraiment appris l'humilité, tu vois. Nous, on dit toujours chez Custom Bridge, quand tu viens, tu laisses ton ego devant la porte. Et quand tu montes une boîte, il y a un truc qui est certain, c'est que tu vas te planter. Il y a un deuxième truc qui est certain, c'est que tous les plans que tu fais, ils seront faux. Ils seront jamais parfaitement. Soit ils seront mieux, dans le meilleur des cas, soit ils seront pires, mais ils seront jamais pile comme tu l'as fait. Jamais, ça n'existe pas. Les nouveaux entrepreneurs, ne regardez pas ce podcast. Non, et là, c'est vrai que tu as raison. Mais tu sais, on est vraiment nombreux à penser dynamique, groupe. Ouais. Et il faut un peu télétravail. Moi, je te donne un exemple chez Cargo Family. Et c'était pareil sur ma société avant.
c'était minimum 2 jours de présentiel par semaine. Ouais. Et c'est pas une obligation. Et bien sûr que si tu as un rendez-vous chez le médecin, tu le prends. Mais il faut créer quelque chose. Et parce que moi, je suis aussi pour le partage. Le partage des difficultés, mais aussi le partage des réussites. Ouais. Parce que j'ai connu, moi, je suis un ancien solopreneur, donc j'étais tout seul. Ouais. Même quand je signe un super contrat, puis tu regardes le mur, tu es tout seul. Ouais. En fait, ce partage, le fait d'être en équipe, moi, j'adore. Ouais. Et encore plus dans les difficultés. Donc, Bien sûr. donc, je comprends cette dynamique. Donc là, vous êtes toujours 3 pour l'instant ou depuis Non, ça Du coup, ça a un en peu évolué sortant, on a embauché, on était aux alentours de 10. Ok. Et on est toujours resté à plus ou moins 10 depuis ce moment-là, parce qu'on continue à développer le produit et qu'on continue à croître le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on n'est pas encore à l'équilibre financier. Ok. Mais on a su préserver, grâce à des levées de fonds successives, la dynamique de l'équipe et une taille de 10 personnes qui permet de continuer à développer. Donc ça, moi, je suis assez satisfait d'avoir pu préserver ça. Ce que j'aime bien aussi, enfin si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des levées de fonds parce que vous avez un besoin de cash pour la tech, mais vous avez des clients, votre système il marche, c'est ça. Donc vous avez vraiment le logiciel, vous n'êtes pas juste sur un projet. Non. Aujourd'hui, c'est important, je trouve, le distinguo au moment où tu passes du projet à c'est bon, le système marche, on a des clients, donc c'est bien. Exactement. Et après, nous, notre vision des choses, c'est pas genre on a fait le produit, c'est bon, maintenant on vend et on arrête. On est dans une logique d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, on a en effet 100 clients. Bravo. Merci. Plusieurs centaines d'utilisateurs. Je crois qu'on est entre 300 et 400 mensuels. Donc c'est bien, tu vois. C'est des gens experts qui vont sur l'outil, donc ça fait plaisir. Quand on parlait au début de créer quelque chose de virtuel, mais que les gens utilisent, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc ça démarre bien. Et je parlais toujours de s'entourer. Nous, on a eu la chance aussi assez rapidement déjà d'avoir le support de notre incubateur qui s'appelle Alacrité, qui nous a vraiment supporté, qui a cru en nous pendant longtemps et qui est toujours là avec nous. Et aussi, on a fait un partenariat avec une PME vachement importante dans le paysage français qui s'appelle Sogет. Tu connais, je crois, tu as déjà entendu parler. Ouais, alors ça, je l'avais entendu récemment. Ouais. J'avais pas le détail, mais c'est quand même incroyable parce que les acteurs du transport connaissent Sogет. Soget, je crois que c'est le prestataire informatique, notamment pour tous les systèmes portuaires, S1. Exactement. Je ne sais pas s'ils font aussi CI5 à Marseille, je ne suis pas sûr. CI5, c'est MGI. C'est un autre. Mais le S1 à Marseille, enfin, si tu as fait du transport maritime, tu utilisais AP+, et aujourd'hui, tu utilises S1. Alors là, les connaisseurs, ils vont... Donc vous êtes Soget et partenaire Custom Bridge. Soget est partenaire de Custom Bridge. Okay, cool. En fait, on a voulu développer un autre axe de notre produit, et plutôt que de le faire solo, c'est un axe qui est un peu complexe. On a décidé de s'associer avec une entreprise qui avait des manquements qu'on pensait pouvoir combler et qui avait quelque chose qui nous intéressait. Okay. Et en fait, on s'est dit, c'est un petit peu comme deux pièces de Pulse, tu vois. Quand tu trouves la bonne qui s'emboîte bien, c'est parfait. Vous êtes complémentaires. On est hyper complémentaires. Okay. Et aujourd'hui, je parlais d'être entouré au niveau des cofondateurs avec des gens qui sont là pour se supporter les uns les autres. Et bien là aussi, on est deux boîtes qui se supportent. Et d'ailleurs, la boîte s'appelle Custom Bridge, mais aujourd'hui, le produit s'appelle Okiduty. Et il est porté par ces deux entreprises. Et c'est vraiment, j'aimerais mettre un point d'orgue là-dessus, parce que c'est vrai que souvent, on entend souvent les startups avec des startups qui font des levées de fonds énormes et après qui sont revendues. Mais il y a d'autres voies aussi. Il y a plein de startups qui malheureusement n'y arrivent pas. Et puis pour celles-là, moi, j'en connais. J'ai des amis qui ont essayé de monter et que finalement, ça n'a pas marché. Ça ne démérite pas. Peut-être que moi, j'aurais pu ne pas marcher. Je m'estime chanceux d'être là aujourd'hui. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, vraiment. Je ne me mets pas le mérite sur moi, vraiment. Je pense qu'on a su s'entourer, qu'il y a des gens qui nous ont aidés. Et donc, en fait, très rapidement, avoir la capacité d'avoir une PME qui croit en toi, qui croit en ton produit, en ton équipe, en ta démarche, et qui va t'accompagner, mais c'est comme si on te mettait une fusée au cul, quoi. Vraiment. Est-ce que ça ne te renforce pas dans l'idée que tu es au bon endroit? Parce qu'encore une fois, je partage ton opinion, c'est que si tu as des VC ou des fonds d'investissement qui mettent un peu d'argent, c'est juste leur... Mais quand tu as des prestataires présents sur le marché comme Soget qui te suivent, franchement, chapeau. Ils connaissent le marché. C'est pas des nouveau-nés, quoi. C'est ça, ils connaissent le marché. Ouais, top. Et contrairement aux VC qui sont dans une logique, je veux pas du tout... Moi non plus, je critique pas les VC. J'aurais peut-être besoin d'eux d'ici quelques années. Non, ils sont vachement importants. Ils sont ultra importants dans toute la structure. Mais c'est vrai que le VC, par nature, ils ne peuvent pas faire autrement. Par nature, ils récupèrent de l'argent auprès de bailleurs de fonds. Hein. Ça peut être des fois des personnes très riches ou même des fonds d'investissement, etc. Et donc les VC, leur but, c'est de re-rendre cet argent à un moment. Donc en fait, ils investissent, ils ont un horizon de sortie, ils veulent avoir du retour sur investissement, etc. Et donc, si malheureusement, ta boîte, elle ne fonctionne pas aussi bien que prévu et que c'était plus long à démarrer que ce qui était prévu,
en fait, peut-être qu'ils vont se dire, je vais peut-être mettre mes œufs dans un autre panier ou je vais aller ailleurs. Là où un investisseur, ce que j'appellerais un investisseur industriel, qui est du domaine, lui, en fait, s'il est investi sur toi, c'est pas principalement pour faire des ronds. C'est parce qu'en fait, il croit qu'il y a un marché. Il pense qu'il y a un marché. Et parce qu'il le connaît, il est acteur. Donc, non, en tout cas, ce partenariat est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. C'est vrai que je te coupe un peu juste pour reprendre le fil, parce qu'on a tellement de sujets, mais nous, avec Loïc, on est capable de parler pendant 3 heures. Donc, on va faire... Ça part dans tous les sens, je suis désolé. Mais ça se voit, que tu es passionné. Ouais. Et j'aimerais bien que tu me reparles d'Okiduty. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que c'est un autre logiciel, et surtout parce que moi, j'adore votre com chez Custom Bridge. Vous faites des cookies, je vous vois sur les réseaux. D'ailleurs, je crois que je t'ai contacté sur les réseaux suite à une communication. Et vous me disiez déjà les innovateurs de la douane. J'avais ça trouvé génial. Vous faites des cookies Okiduty. Donc, c'est un nouveau logiciel. Enfin, j'aime bien cette manière d'amener un peu de fun dans un métier qui n'était pas très flashy. C'est exactement ça. Alors, il n'est pas très flashy. Quand je dis ça, j'ai toujours une pensée pour l'administration des douanes et puis pour les gens qui opèrent dans ce domaine. C'est pas une insulte de dire ça. Hein. C'est juste que moi-même, quand je suis arrivé, c'est un métier qui n'est pas très visible en fait. Et puis, comme je te l'ai dit, ça ne m'a pas fait rêver au début quand on m'a parlé du projet douane. Pourtant, aujourd'hui, je suis le président d'une startup qui essaye de changer un petit peu les codes et de faire évoluer la douane. Ou en tout cas, pas de la faire évoluer, mais de la rendre plus accessible à tout le monde. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est dit que notre mission, en interne, on se dit que c'est de mettre des paillettes dans la douane. Et donc, la communication qu'on a, qui est très jeune et très des fois à la rigolade, c'est Hélène, qui est notre directrice marketing, qui la gère. Et en fait, ça correspond vraiment à notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Tu vois, sur un sujet hyper sérieux. Parce qu'on est sur de la nomenclature à quelques chiffres. Enfin, ouais, exactement. J'aime bien le parallèle, en fait. C'est du légal, c'est du géopolitique. C'est hyper sérieux, quoi. T'as des enjeux financiers énormes. Néanmoins, on a quand même le droit de se faire plaisir en bossant, quoi. Voilà, et c'est ça l'état d'esprit, tu vois. L'état d'esprit, c'est oui, on peut être sérieux, mais on n'est pas obligé d'être coincé aussi. On peut aussi tout simplement rigoler quand on peut, et puis bosser quand il faut, et voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit de Custom Bridge, et je pense que c'est une marque employeur qu'on a réussi à créer, qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on lance une offre d'emploi, là on en a encore lancé une, on a 200 candidatures en 3 jours, parce que on est comme ça en interne, en fait. On a envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les codes. Et on considère que l'habit ne fait pas le moine. Hein. C'est pas parce que je suis en costard cravate et que je souris pas que je suis sérieux. Peut-être que je peux donner l'impression que je suis sérieux, mais ce qui va définir si t'es sérieux, c'est pas ton habit, c'est pas ton comportement, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais concrètement. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est sérieux parce que ça nous arrive d'échanger assez souvent avec l'Organisme mondial des douanes, avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, nos pipelines de données sont tellement sûrs que ça nous est déjà arrivé de remonter des erreurs dans les données de ces instances-là. Okay. Donc voilà, on est aussi dans une logique de partage. J'en profite aussi. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de retours du secteur. Déjà avant, avec le recrutement, la formation, maintenant qu'Ergo Family, j'ai pas mal d'acteurs avec qui on échange. Et je te garantis, il y a une belle vision extérieure, en tout cas de Custom Bridge. Donc, il y a votre communication, mais on sait les gens qui sont passés chez vous. Donc, bravo pour ça, parce qu'encore une fois, la marque entreprise, c'est facile de vendre, mais la mettre vraiment en place, donc ça, c'est top. Je reviens rapidement sur ce qui m'intéresse aussi un peu de technique, le logiciel. Donc, on a compris, il y a la première, version, c'est quoi ? C'est faciliter à choisir son code douanier. Ouais. Est-ce qu'Okiduty, c'est la même chose, c'est le même système, ou est-ce que vous avez amené une option en plus ? Ouais, alors la première version, en effet, c'était l'outil s'appelait comme la boîte, ça s'appelait l'outil Custom Bridge App. Et quand on a fait l'alliance avec Sogeit, évidemment, il fallait qu'on trouve un produit commun. Donc le nom, je le trouve d'ailleurs assez sympa. Okiduty, une duty en anglais, c'est un droit de douane. Donc Okiduty, ça veut dire c'est bon, c'est OK, t'es bien, quoi. OK. Tout va bien, c'est nickel. Ça parle. Et en fait, donc oui, on a intégré une brique qui vient principalement de Sogeit et qu'on a vachement amélioré et qu'on a reconstruit, qui est la brique déclarative. Donc en fait, on a créé ça. Et donc aujourd'hui, on sert des clients tels que des chargeurs, mais aussi des transitaires. Donc en fait, cette alliance avec Sogeit nous a permis de servir plus large et finalement d'avoir une proposition de valeur plus grande.
Donc là, on est très content aujourd'hui du logiciel, mais nous, on a encore envie d'aller plus loin et de dire, mais la douane, en fait, elle est importante, par exemple, lorsque tu décides d'importer un produit. Ton fournisseur, tu as deux fournisseurs, tu as un fournisseur, je sais pas, par exemple, turc et un fournisseur chinois. Peut-être que ton produit va être 20% plus cher en Turquie que ton fournisseur chinois, mais si tu intègres les droits de douane, peut-être qu'au final, tu as meilleur temps de commander en Turquie. Parce que tu as des droits de douane plus élevés si tu importes de la Chine, alors qu'il y a un accord commercial avec la Turquie. Donc tout ça, c'est des logiques où maintenant qu'on a réussi à simplifier la douane, on a envie de la faire évoluer, tu vois, d'aller dans l'aide aux acheteurs, l'aide aux exports. Un exemple, je suis une entreprise française. J'ai un beau produit, je suis déjà bien présent sur le marché nord-américain, j'ai envie de commencer à attaquer le marché sud-américain. Je me dis, je vais aller au Brésil, 200 millions d'habitants, le plus gros marché d'Amérique du Sud. Logique, non? On va commencer par un petit pays. Cohérent. Sauf que, imagine, et d'ailleurs c'est le cas, il n'y a pas d'accord commercial avec le Brésil. Par contre, il y en a avec notamment, j'ai pas la carte sous les yeux, mais il me semble qu'il y en a un avec le Chili et avec le Pérou. Bon, bref, je suis pas sûr de ce que je raconte, mais imagine quoi, qu'il n'y a pas d'accord commercial avec le Brésil et que tu en as avec le Chili et le Pérou. Peut-être qu'en fait, à cause de ce manque d'accord commercial, ton produit que tu vas vendre au Brésil, il va être 20% plus cher. Si tu as des concurrents sur place, tu risques de passer à côté du marché si tu es 20% plus cher. Peut-être qu'en fait, c'est plus intéressant d'aller dans un pays où finalement il n'y a pas de droit de douane, ce qui est aussi peut-être le signe qu'il n'y a pas de producteurs locaux. Parce que comme j'explique au début, si on met des droits de douane, c'est pour protéger son économie. Donc en fait, toute cette logique-là aussi dans la stratégie export, veut dire j'y vais pas la fleur au fusil quoi, en fait, à l'export. Je vais me renseigner et je vais choisir mes stratégies en fonction des règles économiques qui ont été édictées. Et en fait, c'est vraiment ça notre vision à long terme, c'est de dire la douane, on vous la simplifie, en fait, on ouvre des portes. La douane, c'est pas seulement un point noir ou une problématique à gérer lors des opérations d'import-export, c'est un levier d'optimisation et de différenciation. Donc ça, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une grosse aide, support aux importateurs, mais qu'aujourd'hui, c'est aussi pour les exportateurs. Si on vous aide vraiment, tu l'as très bien résumé, on vous aide à choisir les bons pays pour vous développer commercialement grâce aux droits de douane et peut-être pour réduire vos coûts à l'export. Exactement. Ok, alors, super. Pour l'instant, cette idée-là d'export, elle est encore dans ma tête. D'accord, il y a encore quelques petits bouts de code qui ont été écrits. On y va doucement. Mais on y va doucement. Mais c'est vraiment l'idée. C'est en fait, nous, on considère la douane comme un vecteur de différenciation d'opportunités. C'est ça. Et on se dit, si on a construit ce pont, qui est le pont Custom Bridge entre le monde des douanes et le monde commun, qu'est-ce que ça permet de faire en fait? Qu'est-ce que ça permet de faire? Quelqu'un si n'importe qui peut très facilement dire, mon produit, si je l'importe de Chine, c'est X%. Si la personne est capable de dire ça en 10 secondes, on a réussi notre mission. Et imagine si n'importe qui peut dire ça. En fait, c'est comme si tu vas en Chine et que tu parles chinois. Tu as une expérience de folie. Imagine tu vas en Chine et tu ne parles pas chinois, c'est compliqué. Tu rentres dans le monde de la douane en sachant parler le monde de la douane. Et c'est ça vraiment notre mission à long terme, c'est de vraiment être le Duolingo ou le Google Translate de la douane, quoi, globalement. Moi, déjà, tu m'as vendu le produit, tu m'as convaincu. Donc ça, en tout cas, les importateurs, les exportateurs, ils ont cette solution. Et juste avant de finir l'interview, il y a aussi une solution pour les transitaires. Donc j'imagine que c'est une solution différente. Oui, alors c'est la même plateforme. La plateforme, elle a plusieurs modules. Tu vas avoir certains importateurs-exportateurs qui font leur déclaration eux-mêmes. Ok. Ça existe. Tu as certains transitaires qui font que de la déclaration et qui n'aident pas leurs clients à classer. Ça existe aussi. Tu as des transitaires qui font les deux. Donc, pour résumer, c'est un métier que je connais bien. Ouais. Certains importateurs, ils sous-traitent leur déclaration douanière, ouais, la documentation à des transitaires. Ouais. Donc l'idée, c'est que tu es allé viser les transitaires pour dire, attendez, vous aussi, vous êtes des acteurs dans la douane, on peut aussi vous amener quelque chose. C'est exactement, c'est ça. L'idée, c'est de permettre d'augmenter en conformité leur niveau de conformité pour les chargeurs, donc les importateurs-exportateurs. Chargeurs, c'est le terme technique. Et les transitaires, qui sont des prestataires de services, de leur dire, avec notre outil, vous gagnez en autonomie, vous gagnez en efficacité, mais également aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer des services à valeur ajoutée à vos clients, vous différencier d'une certaine manière. Et donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de frontière très nette entre les modules qui sont utilisés en fonction des typologies d'acteurs, mais il y a quand même une prévalence pour la déclaration pour les transitaires. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'ils passent leur douane avec... Est-ce que votre outil permet de passer la déclaration? Oui.
D'accord, donc il y a une partie conseil, donc avec le fameux nomenclature douanière, HS code, et il y a la Exactement. partie aussi déclaration. C'est ça, Ok. tout à fait. Vous concurrencez, je pense qu'on peut les nommer Akanea, Connex, vous concurrencez ces prestataires-là. Exactement, c'est ça. D'accord, Oui, ok. tout à fait. Et c'est donc grâce à l'alliance avec Sogет qu'on est allé sur ce marché-là et qu'on est entré en concurrence frontale avec des acteurs tels que Connex, Akanea. Ok. Acteurs qui font du très bon boulot d'ailleurs, et je les salue s'ils m'écoutent. Mais voilà, nous, on avait envie d'amener aussi une proposition un petit peu plus globale, intégrée, ou en tout cas une autre vision de la proposition. Et en tout cas, ça fait mouche, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué d'entrer sur ce secteur qui est quand même un petit peu traditionnel, et c'est quand même notamment les déclarations en douane, c'est pas facile de changer, c'est quand même un process complexe. Mhm. Mais on arrive à prendre des clients, et aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que les clients restent. Il n'y a C'est- pas de départ. Écoute, ça c'est le meilleur des KPIs. Donc Ouais. KPI, c'est la mesure de satisfaction. Ouais, exactement. C'est que si tu as des clients, tu m'as dit une centaine, ils restent. Écoute, Loïc, juste top. Je dirais pas qu'on n'a jamais eu de départ, parce qu'au tout début, quand on a lancé, on a eu des gros groupes qui ont testé, puis qui se sont dit c'est encore un peu jeune, c'est pas prêt pour nous. Et aujourd'hui encore, on n'équipe pas les tout grands groupes, Mhm. mais aujourd'hui, on équipe. Et moi, je dirais toujours la plus grande valeur que vous pouvez apporter à vos clients, c'est de leur parler, de les entendre. C'est ça. Évidemment, on leur propose un logiciel, mais le logiciel est construit sur ce qu'ils nous disent. Et même si, comme toute startup, même si, comme toute PME, il y a des trous dans la raquette au début, si vous êtes honnête, humble, que vous admettez vos erreurs et que vous écoutez, que vous agissez, en fait, vos clients, ils vont se dire OK, j'ai envie de les aider, je crois en eux. Et on a plein de clients qui nous suivent, qui se disent bon, c'est pas encore pour nous, mais je les suis toujours et j'ai hâte qu'on se dise ça y est, c'est bon, on peut y aller. Et c'est comme ça qu'on gagne de plus en plus de clients. Aujourd'hui, comme je le disais, on est à 100 clients en forte accélération. Donc, ça fait plaisir aujourd'hui. Je remercie tous les clients, notamment tous les premiers qui nous ont fait confiance. Vous avez permis finalement de créer une belle boîte, une belle aventure et une belle famille. Bon, écoute, là, tu me fais une petite passe décisive pour la clôture, la fin. C'est quoi la vision à 1 an, 2 ans? C'est quoi le futur? On a parlé, j'ai vu les développements export, mais agrandir l'équipe, lever encore des fonds, je ne sais pas, rapidement. Oui, ouais, tout à fait. Alors, on a eu la chance d'être sélectionné comme les 100 startups dans lesquelles investir par le Magazine Challenge, ce qui nous a amené pas mal de contacts d'investisseurs. Et donc là, en effet, on a une levée de fonds qui est prévue. Alors, qui est prévue pour la fin d'année. Elle est plutôt un petit peu privée, cette levée de fonds. Elle va se faire avec des acteurs du domaine, principalement, parce qu'on a envie de continuer à capitaliser sur des partenaires qui peuvent nous accompagner sur le long terme et qui connaissent bien le domaine. Et oui, évidemment, je travaillais pas plus tard que ce matin, avant de venir, sur le plan stratégique sur plusieurs années. Et on a plein de projets. Évidemment, l'expansion internationale, mais surtout améliorer le produit et aller sur ces conseils à l'export, conseils à l'import, toutes ces choses-là, histoire d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent s'intéresser à la douane et qui peuvent finalement l'intégrer dans leur processus de travail et dans leur réflexion. Bon. C'est ça l'idée. Mais écoute, Loïc, moi, c'est hyper clair. J'espère en tout cas qu'on a réussi à passer, pas des émotions, mais en tout cas un attrait pour la douane. Moi, j'ai adoré ta vision. Ça fait longtemps que je travaille dans l'import-export. C'est vrai que des gens qui sont là depuis longtemps, et voilà, ce dynamisme et cette image de la douane, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, franchement, continuez. Bravo à Hélène au marketing. Franchement, elle fait un super boulot. On te souhaite le meilleur. De toute façon, on reste connecté. Au niveau du podcast, vous retrouvez cette interview sur cargofamily.com, la plateforme média dédiée au secteur cargo. Et Loïc, à très bientôt. Mathieu, merci, c'était un plaisir. C'était cool. Allez.